journée sous ce beau ciel bleu. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Et nous consacrerons une partie de cette édition à Geneviève de Gaulle-Anthonioz. La résistante haut-savoyarde, nièce du général, entre aujourd'hui au Panthéon aux côtés de 3 autres résistants. Une cérémonie aura lieu cet après-midi en présence du chef de l'État. Et aujourd'hui, le collège de Cluse, qui porte son nom, lui rend hommage. Nous serons en direct de l'établissement avec Maxence Regnault. Et puis, c'est un des groupes de musique les plus connus dans leur discipline, le thrash metal. Les musiciens californiens de Testament étaient en concert hier soir à Grenoble à la Belle Électrique devant un public conquis. Attention, ça déménage. Enfin, un mot de votre météo avec du soleil pour cet après-midi et toujours un peu de vent du nord qui continue à souffler, limitant la hausse des températures de 17 à 21 degrés. Mais d'abord, ces images impressionnantes. Cette nuit, dans le cadre d'un exercice grandeur nature, l'aéroport de Genève a reconstitué un crash aérien sur sa piste. Au programme des flammes et des figurants pour jouer les nombreuses victimes. Mais au-delà de l'aspect spectaculaire, le but était très sérieux. Il s'agissait pour l'aéroport de tester la réactivité et la bonne coordination de ses services de secours. Jordan Guéant, Maxime Kemener. Minuit à Genève, top départ de l'exercice. Un Airbus A330 s'est crashé en bout de piste, victime d'un choc avec plusieurs oiseaux. Une carlingue disloquée, en feu, des victimes nombreuses à secourir. L'urgence est immédiate, le scénario ultra réaliste. Ces 2 dernières années ont connu pas mal d'accidents dans le domaine de l'aviation, même si ça reste le moyen le plus sûr, en tout cas au niveau du transport en commun. Et la seule chose, on s'est fondé pour écrire ce scénario sur la base de faits réels. Dans l'avion, 203 passagers, 13 membres d'équipage au sol, le chaos des mannequins pour simuler les morts, mais surtout 90 figurants pour autant de blessés. S'il vous plaît, on veut de l'aide là. Moi, je peux rien faire. On veut de l'aide là, s'il vous plaît. Donnez-moi quelque chose pour la douleur. On va s'en occuper. Des blessés à sauver car sur le tarmac l'horloge tourne. Comme en conditions réelles, des victimes finissent par mourir. Il a des grosses brûlures, il ne respire plus, il a la peine, la fumée. Moi ça va, j'ai quelques brûlures au visage, au bras, à l'épaule, mais ça va, je m'en sors. Ouais. Dans le scénario, il est prévu exactement 129 morts d'emblée, représentés par des mannequins, et 90 figurants qui ont été instruits avec des degrés divers de blessures, leur pronostic dépendant de la réponse sanitaire de ce soir. Du déploiement des secours à la pollution des eaux, des coupures électriques à la saturation du réseau téléphone, une nuit durant, tous les paramètres sont testés, éprouvés. 750 personnes mobilisées avec un objectif, créer des réflexes en cas de drame réel. Nous testons tant la compétence individuelle de chaque cellule, de chaque service, que leur capacité effectivement à travailler ensemble. Mais ce soir, il n'y a pas d'exercice réussi ou raté, il n'y a qu'une expérience nouvelle qui nous confronte à des problèmes que nous n'avions encore jamais mis en scène. Un exercice rare sous les yeux d'arbitres pour mieux débriefer, mais à l'heure des comptes, un bilan plutôt lourd. 129 morts au départ, 147 au bout de la nuit. 18 personnes n'ont donc pas pu être sauvées. Je vous le disais en titre, 4 héros de la résistance vont faire leur entrée au Panthéon et parmi eux la haut-savoyarde Geneviève de Gaulle-Anthonioz. À ses côtés, Pierre Brossolette, Germaine Tillon et Jean Zé, dont les cercueils reposent en ce moment à la Sorbonne. La nièce du général s'est engagée à 20 ans dès juin 1940 dans la résistance. Victime d'une trahison, elle est arrêtée en 1943 avant d'être déportée à Ravensbrück. À la Libération, Geneviève de Gaulle-Anthonioz s'est engagée en faveur des plus démunis en prenant notamment la direction du mouvement ATD Carmonde. Alors avant de rejoindre à Cluse le collège qui porte son nom et de recueillir les interviews de certains élèves, je vous propose de découvrir plus en détail le parcours et la vie de cette résistante qui continuera de reposer dans le petit cimetière de Bossé en Haute-Savoie près de son mari. Une vie héroïque jalonnée de rencontres. Serge Vorette, Ingrid Bernet-Duparc. Le petit cimetière de Bossé semble ignorer la grandeur d'âme de Geneviève Anthonioz de Gaulle. À moins que ce soit elle qui, en disparaissant le 14 février 2002, ait souhaité être la plus discrète possible. Mais cette discrétion masquait mal un engagement puissant et constant qu'elle paya dès l'âge de 20 ans lorsqu'elle fut déportée pour acte de résistance à Ravensbrück. C'est dans ce camp que Noëlla fit sa connaissance. Elle ne se lamentait pas aux yeux de toutes, elle semblait dominer la situation, elle gardait toujours cette dignité naturelle qu'elle avait. Tu te reconnais?
Tu vois où tu es? À côté de Geneviève. À côté de Geneviève. Là. Et c'est au nom de cette dignité qu'à peine sortie des camps, Geneviève Antonios de Gaulle organisa le rapatriement de ses camarades, en Suisse notamment, où elle retrouve Noëlla avec une grande complicité. Quelquefois, on était prises d'un fou rire pour un rien, toutes les deux. On se retrouvait deux gamines. On riait beaucoup. Elle vous parlait d'ATD Carmonde ? Bien sûr, quand elle a rencontré ces gens pauvres, elle a retrouvé d'abord l'odeur, cette odeur que nous avions sur nous-mêmes puisque nous sortions mauvais dans les camps, et elle a voulu participer avec eux et leur redonner une dignité. ATD Carmonde, ça sera là l'autre grand engagement de Geneviève Antonios de Gaulle, qui l'a conduit à préférer au confortable ministère d'André Malraux la cause des plus démunis. Tuer à l'intérieur d'un être humain ce qui fait sa valeur et sa dignité, ça c'est bien pire. Ça, à mon avis, c'est ça le crime contre l'humanité. 34 ans durant, à la tête d'ATD, elle lutta contre cela, allant jusqu'à l'Assemblée nationale pour défendre sa loi contre l'exclusion. 34 ans d'une évidence selon ses enfants. Elle nous racontait tout. Elle nous parlait de tout. Elle ne voulait pas nous faire souffrir avec ça. C'est pas l'éloge de la pauvreté, pas du tout. Mais c'est les pauvres sont nos maîtres. Tout de suite jusqu'au bout. Des mots comme des étendards, mais des actions surtout, qui lui valent de devenir la première femme à recevoir l'insigne de Grand Croix de la Légion d'honneur, une reconnaissance comme ces paroles que son fils n'a jamais oubliées. Elle disait, tu peux être ce que tu veux, c'est comme les chefs-d'œuvre des compagnons du devoir. Alors, ça s'accomplit. Tu nais, tu sais que tu vas mourir, ce que tu as à faire, tu le fais, quoi que ce soit. L'œuvre, le chef-d'œuvre d'une vie qui est aujourd'hui immortalisée entre le Panthéon et le petit cimetière de Bosset où elle repose auprès de son mari, Bernard Antonios. Et tout de suite donc direction Cluses en Haute-Savoie pour rejoindre le collège Antonios de Gaulle où une cérémonie vient de se terminer en présence de 800 élèves et d'anciens résistants. Nous retrouvons d'ailleurs en direct de Cluses Maxence Regnault. Bonjour Maxence, une cérémonie on imagine pleine d'émotions. Et oui, effectivement, Pauline, une cérémonie chargée d'émotions et une émotion toute particulière ici, vous vous en doutez, puisque nous sommes à Cluses, au sein du collège Geneviève Antonios de Gaulle, du nom de la célèbre résistante qui entre aujourd'hui au Panthéon. Et quand on est élève dans un collège qui porte un nom si chargé d'histoire, eh bien forcément on ne peut pas échapper à la Seconde Guerre mondiale, à la résistance, à Geneviève Antonios de Gaulle. Ils ont travaillé dessus toute l'année et leur travail, ils l'ont présenté ce matin au collège devant tous les autres élèves du collège, mais également devant le préfet de Haute-Savoie et devant d'anciens résistants. C'est un travail qui les a profondément marqués, c'est ce qu'on a ressenti en allant voir certains élèves et je vous propose de les écouter. Qu'elle ait pu mettre sa vie en danger pour les valeurs de la France. Oui, ça m'a marqué parce que je ne m'attendais pas qu'à notre âge, il y en a qui puissent être réfugiés face à la mort chaque jour. Donc oui, ça nous a changé. J'ai appris la difficulté, ce qu'ils ont vécu. On s'est même parfois mis à leur place et on a trouvé ça choquant, bouleversant. Alors Maxence, tous les élèves n'étaient cependant pas présents pour cette cérémonie. Il y a des absents, mais c'est pour la bonne cause. Oui, il y a des absents, 25 précisément, mais on va les excuser puisqu'ils sont en ce moment même à Paris pour assister aux cérémonies d'hommage aux résistants et à l'entrée au Panthéon de Geneviève Antonios de Gaulle. Et ces actions, que ce soit ici ou à Paris, ça montre véritablement la volonté du collège de faire connaître le nom qu'il porte, Geneviève Antonios de Gaulle. Je vous propose d'écouter le principal du collège. Ça a coloré les cours d'histoire, notamment en classe de 3e. Et au-delà, ça a coloré l'action éducative du collège. Nous avons pu l'évoquer notamment à travers la semaine d'éducation contre le racisme et la discrimination que nous mettons en place tous les ans. Pendant une semaine, toutes les classes ont l'occasion de discuter, d'être confrontées à la différence, qu'elle soit liée au handicap, qu'elle soit liée à l'origine, qu'elle soit liée à la culture. Et donc, ça a été l'occasion pour nous de travailler un peu plus sur Geneviève Antonios de Gaulle, sur l'esprit de résistance, sur la fraternité, sur l'égalité, sur les valeurs républicaines évidemment. Et je pense qu'on est dans les racines de la Haute-Savoie, sur l'esprit de résistance. La Haute-Savoie s'est libérée toute seule. Je pense qu'on est dans le cœur de ce qui fait la Haute-Savoie et ce qui fait la République.
Ce matin, nous avons également eu la chance d'entendre un enregistrement de Geneviève Antonios de Gaulle, un vieil enregistrement chargé également, lui, d'émotions. Elle parle de ce qu'elle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, des images sanglantes, notamment la mort d'une femme qu'elle a vue assassinée devant ses yeux. Voilà, Pauline, c'était la dernière preuve de l'émotion qui a rempli le collège ce matin. Merci beaucoup Maxence. Nous reviendrons sur ce sujet évidemment ce soir dans notre journal à 19h. Et nous poursuivons comme chaque jour avec un coup d'œil sur notre site internet France 3 Alpes et cette information concernant la tuerie de Chevaline. Le mystère demeure, mais pour un journaliste anglais du Mirror, Tom Parry, l'ex-légionnaire qui s'est suicidé l'an dernier serait le suspect numéro 1. Le journaliste l'affirme dans un livre qui paraîtra prochainement. Article complet à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Ils sont les parents pauvres du réseau SNCF, les trains intercités coincés entre les TER et les TGV. Ces trains vont faire l'objet d'une restructuration drastique. C'est en tout cas ce que préconise le député socialiste Philippe Duron dans un rapport qu'il a remis hier au gouvernement. Certaines lignes sont menacées et parmi elles la liaison de nuit Paris-Chambéry via Bourg-Saint-Maurice. De quoi faire réagir, vous allez voir les usagers et les professionnels du transport dans les Alpes. Reportage Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. Les trains intercités ont pour vocation de relier les villes entre elles et souvent celles de taille moyenne. Pourtant, aujourd'hui, le député socialiste Philippe Duron veut amputer ce service. En Savoie, le train de nuit qui relie Paris à Chambéry via Bourg-Saint-Maurice, jugé trop coûteux et peu rentable, pourrait bien disparaître. Sans être fataliste, les usagers ne peuvent que reconnaître la dégradation de cette liaison dénoncée dans le rapport du député. C'est possible qu'elle coûte trop cher, mais elle coûte d'autant plus cher qu'on n'a pas investi. Et depuis un certain nombre d'années, on n'arrête pas de voir des suppressions. On ne connaît plus que le signe moins. Moins de trains, moins de prestations. Il n'y a même pas de locomotive commandée. La France n'a pas le fait de la fibre ferroviaire. On n'est pas comme nos voisins suisses. Pour les usagers comme pour les acteurs du développement du territoire, ce train de nuit est un atout pour l'accès aux stations de sport d'hiver et sa suppression serait lourde de conséquences. C'est à la fois cette desserte du territoire qui est remise en cause, un pan du service public, et c'est aussi un très mauvais signal. Au moment où la France est condamnée parce qu'elle ne fait pas assez d'efforts pour lutter contre les pollutions, et on voit les mobilisations des populations contre la pollution dans les vallées alpines, et bien en fait, en enlevant les trains de nuit et en mettant justement ces gens qui prenaient le train de nuit sur des autocars, le gouvernement français contribue encore plus à la pollution des vallées alpines. Le réseau des trains intercités est emprunté quotidiennement en France par 100 000 voyageurs. En région Rhône-Alpes, la SNCF n'a pas souhaité commenter les préconisations de ce qu'on appelle désormais le rapport Duron. C'était l'événement attendu pour tous les fans de rock extrême. Hier soir, la Belle Électrique à Grenoble accueillait pour la première fois depuis son ouverture en janvier un concert de musique métal. À l'affiche, les Californiens de Testament, le groupe légendaire du thrash metal des années 80. Un déluge de décibels devant une salle comble. Reportage Grégory Lespinasse et Dominique Bourget. I have to say, it's a pleasure and an honor to be playing here. I understand it's the first heavy metal show in this place right here tonight. Gros son, grosse guitare et une foule venue acclamer ses idoles. Testament à Grenoble, il y a encore quelque temps, c'était impossible. Mais avec l'ouverture de la Belle Électrique, les métalleux tiennent eux aussi leur lieu de pèlerinage. On est d'abord une salle de concert généraliste, éclectique. C'est une ligne artistique ou de conduite qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est celle qu'on défend. Et le métal en fait partie, ça fait partie des musiques amplifiées, des musiques actuelles. Et c'est aussi ce qu'on défend. Alors effectivement, c'est moins facile que d'autres esthétiques. Il y a peut-être moins de groupes, c'est un peu plus compliqué à faire. Il faut peut-être que ça demande encore plus de culture musicale. Mais comme quoi on est capable et puis ça rassemble, on fait complet ce soir. Une salle complète, 900 personnes pour une esthétique musicale qu'on dit parfois à la marge. C'est compliqué de pouvoir être médiatisé par les grands médias. Ça commence, mais ça a toujours été une bataille pendant des années. Ça a toujours été un style qui a été considéré comme underground, mais qui en même temps générait un public toujours nombreux et toujours là, et toujours fidèle depuis des années.
I've been doing festivals for, almost 30 years in Europe. Je fais des festivals depuis près de 30 ans et je dois dire que le Hellfest est probablement l'un des meilleurs en Europe. Donc la France a un formidable événement et je crois que la scène métal progresse grâce à ce festival. En tout cas, Grenoble se souviendra longtemps du passage de Testament. Et puis, il faut bien avouer qu'avec tous ses doigts en l'air et ses cheveux qui s'agitent, pas de forêt de téléphone portable dans la foule. Et pour le spectacle, c'est pas plus mal. Voilà, beaucoup plus calme maintenant, l'exposition présentant les œuvres de Jacques-Émile Blanche à Évian. Un retour dans les années 1920-1930, durant lesquelles l'artiste côtoyait alors le tout Paris, des peintures issues principalement du musée de Rouen. Isabelle Colbrand et Jean-Pierre Rivet. Jacques-Émile Blanche était un artiste touche-à-tout. Il a réalisé surtout des portraits, il le disait, portraitiste je suis et je veux l'être, mais il savait également réaliser de très beaux paysages ou encore des natures mortes. Cette première rétrospective offre un regard unique sur le monde que ce peintre fréquentait. Un Paris fascinant, Paris capitale, Paris intime, qui s'installe sur les bords du Léman. Une incursion dans une vie foisonnante, un rien bourgeoise. Le dandy qu'il est se plaît au contact de Marcel Proust, de Manet, de Degas ou bien de Renoir. Il côtoie le beau monde, dirait-on. Jacques-Émile Blanche connaissait le tout Paris. C'était un peintre qui était mondain, donc il connaissait les dandys, les plus grands écrivains, les comédiens. C'est dû aussi à son père, le docteur Blanche, qui accueillait ces grandes personnalités lors de salons chez lui, à Passy. Cette exposition, elle a été compliquée à monter puisque Jacques-Émile Blanche, aujourd'hui, on l'a totalement oublié. Notre prêteur principal, c'est le musée de Rouen. En effet, Jacques-Émile Blanche a donné 150 de ses œuvres à ce musée des années 20 aux années 30. L'homme aussi entre deux siècles, il va passer sa vie à dessiner celle des autres. Le Palais Lumière lui va bien, comme un écrin sur de précieux objets, des scènes d'une vie pas si quotidienne qui trouvent ici leur place entre lac et montagne. Évian était prédisposé à recevoir les œuvres de cet artiste multiforme. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Ce soir, à 19h, vous retrouverez Daniel Despin pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je vous retrouve demain à midi. Passez une très belle après-midi.